Donc, merci Manel, merci Valérie, merci au Réseau Risque là, de me donner l'opportunité, en fait, de faire une présentation d'un projet qu'on a soumis tout récemment. En fait, le projet en est à ses débuts. Dans le cadre d'un appel à projet, là, je vois, tantôt, j'ai vu le nom d'Alexandre Gagnon, là, donc je vois qu'Ouranos est là aussi. Donc, dans le cadre d'un appel de projet Risque Ouranos, et en fait, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet-là, qu'est-ce qu'on espère pouvoir faire. On en est dans les débuts, donc je vais expliquer un peu où on en est avec ça. Puis, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à intervenir là, quand vous voulez. Soit vous levez la main là, comme des gens très disciplinés ou sinon, comme dans mes cours, là, ça vous tente d'intervenir, vous intervenez et on va bâtir là-dessus, ça va être parfait. Je vais faire un salut spécial à Pascal que j'ai vu Pascal Lessard en uniforme. Ça faisait un bout que je ne l'avais pas vu en uniforme, donc salut Pascal. Ah, en plus, tu m'actives ta caméra, t'es super gentil, Pascal. Parfait, donc sans plus tarder, en fait, c'est quoi ce projet-là? En fait, c'est ce qu'on vise à faire avec ce projet-là, bon, il y a un nom un peu compliqué, là, ça, c'est notre côté chercheur, il faut y donner un côté scientifique. Donc, c'est des tableaux de base spatiaux des conséquences socio-économiques et populationnelles dans des territoires inondables. On va voir un peu qu'est-ce qu'on vise là, comme image. Vous en avez déjà vu des tableaux de bord comme ceux qu'on veut bâtir. En fait, nous, où on va se démarquer, c'est pas tant dans la façon de visualiser les données, mais dans les types de données qu'on va chercher, surtout dans la manière de travailler avec nos partenaires. Donc, pour pouvoir faire ça, j'ai la chance, en fait, de travailler avec trois autres personnes. En fait, on est quatre dans le projet. Donc, vous voyez ici, il y a moi, hein? Juste ici. Je pense que si je fais ça, ça va fonctionner. Oui, ça, c'est moi. Vous avez ici Benoît Robert de la Polytechnique Montréal, Bruno Agar et Olivier Caron. Bruno Agar est à Polytechnique aussi spécialiste en données massives et Olivier Caron qui est notre spécialiste en géomatique, données aussi, géospatiales. Et Benoît, c'est un spécialiste des interdépendances entre infrastructures essentielles, analyse de risque. Donc, c'est un collaborateur de très longue date puisque j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat avec lui. J'ai été chercheur avec lui pendant plusieurs années là, avant de devenir professeur au département de géographie. Donc, c'est cette belle gang-là qui travaille sur le projet et avec ces différentes expertises-là, on va être capable à différents moments dans le projet, vous allez le voir, d'aller mettre à profit ces différentes expertises-là. Donc, voici une image. En fait, j'ai été chercher une image. Là, vous avez la référence, pas ces données-là qui vont être dedans. Là, on a des crash severity by crash manner, entre autres, speed related. C'est pas ça qu'on veut. En fait, nous, on veut un visuel comme celui-là, mais adapté à ce qu'on veut faire. Donc, on a le concept de cartographie ici et d'indicateurs, en fait, un peu partout. Et ces indicateurs-là, la particularité, c'est qu'ils vont devoir, en fait, venir supporter des prises de décision de nos différents partenaires. Donc, on va travailler très étroitement avec nos deux partenaires, que sont le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec. Il y a eu un petit raccourci ici, désolé s'il y a des gens du Bureau de la sécurité civile, et le Centre local de développement, donc le CLD de la MRC de Brome-Missisquoi. Donc, c'est nos deux partenaires avec qui on va travailler, en fait, pour identifier, comme je vous disais, les différents indicateurs que ça va nous prendre pour supporter leur prise de décision, en fait, en termes de vulnérabilité populationnelle et vulnérabilité socio-économique. Donc, on va combiner, en fait, les expertises de ces deux partenaires-là qui sont très ancrés dans leur milieu et pouvoir ainsi mettre à profit tout ce qui va être la gestion des données, puis nous aider à identifier les bonnes données aussi, à aller chercher et tout ça. Donc, j'en profite pour remercier ces deux partenaires-là. C'est quoi la problématique avec laquelle on a décidé de travailler? Nous, en fait, on a décidé de travailler, on est parti du constat qu'il y a beaucoup de travaux qui sont très orientés sur la caractérisation de l'aléa. Donc, quand il est question d'inondation, on cherche beaucoup à comprendre comment l'inondation va se produire. Les fameuses cartes
de cotes de niveau ou les cartes de zones inondables. Est-ce qu'on est dans une zone 0-2 ans, 20 ans, 100 ans, la crue, et tous des termes qu'on a entendus là, au cours des dernières années là, avec nos célèbres inondations de 2017 et 2019, mais pas si lointain que ça. Il y a eu aussi des inondations en Montérégie au début des années 2010 là, qui ont quand même donné un aperçu à quoi ça pouvait ressembler quand plusieurs municipalités sont touchées et comment on pouvait, quel type d'enjeu on pouvait avoir, puis comment on pouvait mieux s'y préparer. Donc, on a beaucoup de travaux qui sont là-dessus, puis on l'a vu en fait avec différents financements au niveau gouvernemental, là, le ministère de la Sécurité publique qui a financé l'Université Laval pour mettre à jour toutes les cartes et tout ça. Donc, nous, on s'est dit, bon, il y a beaucoup de travaux sur l'aléa, donc il n'y a pas nécessairement quelque chose à faire avec ça. Les travaux qui sont faits sont peu orientés sur la prise de décision. En fait, je m'explique, si on va avoir des travaux qui sont soit orientés sur l'aléa ou sur les conséquences, en fait, que cet aléa-là va générer. On a vu beaucoup de travaux, entre autres, de Daniel Maltais, Mélissa Généreux, qui ont travaillé beaucoup sur les impacts psychosociaux. Donc, on le voit là, ici, il y a une référence là, avec Mélissa, Daniel, Lansard et Gachon. Donc, on a travaillé beaucoup sur les aspects psychosociaux, prise en charge des sinistrés. Mais encore là, quand on regarde quel type de décision qu'on va prendre, soit pour mieux se préparer aux inondations ou les décisions qu'on prend quand l'inondation survient, on a trouvé très peu d'écrits à ce niveau-là. Il faut se rappeler qu'au Québec, c'est les municipalités qui se retrouvent à gérer les conséquences. Donc, on a beau vouloir faire tout ce qu'on veut, c'est sur la municipalité que repose la responsabilité de gérer les conséquences sur son territoire. C'est les premiers acteurs, en fait, de la sécurité civile lorsque survient un sinistre, lorsqu'un aléa se manifeste, c'est eux qui vont devoir prendre en charge tout ça. Et lorsqu'il y a un dépassement de capacité, mais il peut y avoir de l'aide des niveaux supérieurs, donc soit de la région, du niveau provincial. Il y a l'armée aussi qu'on voit tout le temps apparaître à un certain moment, là, qui sont quand même une force rapide de déploiement avec beaucoup de bras là, pour venir aider et c'est très apprécié. Mais c'est la municipalité qui gère ça et en fait, il n'y a pas, cette gestion des conséquences-là, il n'y a pas énormément d'outils qui existent. Il n'y a pas énormément d'indicateurs. À partir de quand je dois commencer à me soucier des effets psychosociaux? À partir de quand les impacts économiques sont assez grands pour que je doive mettre en place des nouveaux programmes? Ça, c'est pendant l'événement, mais avant l'événement, c'est quoi les indicateurs qui font qu'à un moment donné, j'ai trop d'entreprises dans un certain secteur qui est potentiellement inondable, donc potentiellement affecté par l'aléa inondation. Donc, il y a très peu d'outils qui existent pour ça. Et en fait, nous, c'est là qu'on va vouloir s'insérer avec notre projet, avec nos deux partenaires. Donc, vous comprenez bien, le Bureau de la sécurité civile est pour tout l'aspect populationnel et le Centre local de développement est pour tout l'aspect économique, socio-économique. Et on va mêler les deux pour voir un peu comment chacun peut bénéficier de l'autre aussi, parce qu'il faut savoir que côté économique, en fait, va souvent aider à une meilleure prise en charge des sinistrés, une meilleure réintégration aussi au niveau des sinistrés. Donc, il y a tout cet aspect-là. Donc, c'est un peu ça qui nous a mené à vouloir faire ce projet et à vouloir le faire, en fait, sur 2 ans. Donc, pour pouvoir faire ça, une fois qu'on a fait ce constat-là, on s'est dit, parfait, quel type d'approche de recherche qu'on pourrait prendre? En fait, depuis plusieurs années, là, Benoît Robert et moi, on travaille. En fait, c'est Benoît qui a développé ça avec ses travaux sur les infrastructures essentielles au début des années 2000. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche par conséquence. Cette approche-là, en fait en sorte que on ne va pas se questionner sur l'aléa, la manifestation de l'aléa et sa temporalité. On va plus se questionner sur la propagation, en fait, dans le temps et dans l'espace des effets dominos issus des conséquences que l'aléa va produire. Donc, on est beaucoup plus sur cette optique-là. Donc, c'est un peu ce qui va guider toutes nos recherches. C'est pour ça qu'on est beaucoup axé sur la prise de décision. Comment on peut, en fait,
stopper, diminuer, amoindrir cette propagation-là dans le temps et dans l'espace des effets dominos? Est-ce qu'on est... C'est certain, quand il se produit un aléa, il va avoir des conséquences. Est-ce qu'on est capable d'agir sur la propagation de ces conséquences-là dans le temps et dans l'espace? Nous, on pense que oui. On l'a démontré dans nombreux travaux avec les infrastructures essentielles à travers le temps. Et là, on va encore réappliquer cette approche-là pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, nous, on part du principe, il va toujours y avoir des conséquences. On ne peut jamais les empêcher. Il va en avoir. Ce qu'on veut diminuer, c'est vraiment cette propagation-là des conséquences. Donc, essayer de les circonscrire à un certain endroit pour éviter que ça dégénère et en fait que la municipalité ou l'entité qui est impactée se retrouve en dépassement de capacité parce que il faut savoir, là, nos municipalités sont très bien outillées. Souvent, il va manquer de ressources humaines, là, ça, on ne se le cachera pas, mais elles sont quand même bien outillées pour affronter les premières conséquences. C'est quand le système commence à s'emballer que là, il y a un dépassement de capacité, une difficulté à prendre tout ça en charge parce que plus ça se propage, plus c'est gros, plus c'est gros, plus ça demande de ressources humaines, ressources financières. Et c'est à ce moment-là que la municipalité doit faire appel au palier supérieur. Donc, c'est un peu là-dessus que nous, on va vouloir travailler. Là, je vois juste Manel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que le reste, vous êtes tous des carrés noirs. Donc, ça se peut que ça se peut que l'Internet ait coupé. Je suis seul chez nous, puis je parle tout seul. Ça arrive, c'est pas grave, mais je vois encore Manel bouger, fait que ça va. Fait que Manel, s'il te plaît, disparais pas. Merci. Ah, Luc, Mais parfait. là, Laurent, mais là. merci. C'est bon. Donc, ça, c'est l'approche de recherche. Et en fait, bon, ben, comme tout bon projet de recherche, là, on s'est défini un objectif principal, donc développer des tableaux de base spatiaux des risques liés aux inondations sur un territoire. Et cet objectif-là, en fait, on l'a décliné en différents objectifs spécifiques que je vais vous parler. Donc, le premier objectif, c'est documenter une méthodologie de caractérisation des territoires inondables. Euh, donc, en fait, il y a déjà il y a plein de manières qui existent de caractériser un territoire inondable. On y va par des cotes d'eau? Est-ce qu'on y va par, en fait, des cotes ou des niveaux? Est-ce qu'on y va par une nomenclature plus 0,2 ans, tout ça qui existe déjà? Est-ce qu'on y va plus avec les nouvelles manières que le ministère amène, là, risque faible, risque moyen, risque élevé, qui, à mon avis, veulent plus ou moins dire quelque chose, mais ça, c'est parfois, il va y avoir des petits commentaires éditoriaux comme ça, mais on ne s'inquiète pas. J'aime quand même les personnes qui font ça. Mais en fait, un risque faible veut dire quelque chose pour quelqu'un et pour un autre, ça peut vouloir dire un risque élevé. Mais quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recension de ce qui existe en termes de caractérisation. Parce que nous, comme on ne veut pas se concentrer là-dessus, on va prendre ce qui existe, surtout ce que nos partenaires utilisent et ce qu'eux trouvent intéressant d'utiliser pour caractériser les territoires inondables. Fait que ça, c'est le premier sous-objectif. Le deuxième, en fait, ça va être de développer les indices spatiaux de vulnérabilité populationnelle et vulnérabilité économique selon la caractérisation qu'on va avoir trouvée. Ceux-là, on est en train de présentement d'y travailler. On a des étudiantes, en fait, qui font une recension des indicateurs, des indices, des paramètres, des critères, là, appelons-les comme on veut. Il y en existe un et un autre dans la littérature. Et enfin, on est en train de faire une recension pour comprendre c'est quoi les indicateurs qui existent, comment ils sont calculés, comment ils sont utilisés et est-ce qu'ils sont associés à des prises de décision. Donc, avec cette recension-là, on va être capable éventuellement d'aller s'asseoir avec nos partenaires pour faire des ateliers de travail pour voir, bon, ben vous, c'est quoi les décisions? Est-ce qu'on est capable de faire des matchs? Voici des indicateurs qui existent. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui vous parlent? Et essayer de voir un peu quel match on peut faire pour commencer à bâtir, en fait, euh, notre tableau de bord. Donc, avec des indicateurs qui vont pouvoir, après ça, s'agréger dans un indice. Fait qu'à chaque fois qu'on voit un indice aussi dans la littérature, on regarde la façon dont l'agrégation est faite
Est-ce que c'est une agrégation purement statistique et tous les indicateurs ont le même poids, ou c'est une agrégation, par exemple, le Argonne National Laboratory, dans ses différents indices qu'ils ont créés en termes de vulnérabilité, résilience et tout ça, eh bien, eux, pour chaque niveau, en fait, c'est un groupe d'experts qui s'est prononcé sur le poids relatif de chacun des indicateurs en vue de bâtir cet indice-là et en bout de ligne, avoir un index plus global là, pour ça. Donc, on va regarder un peu les différentes méthodes qui existent et on va toujours en lien, vous allez voir un peu plus loin là, dans la méthode de recherche, mais on est très recherche-action. Là, donc, toujours avec nos partenaires, on va voir qu'est-ce qu'eux, ils leur parlent et qu'est-ce qui est utilisable par eux, en fait, qu'est-ce qui est le plus significatif dans leur fonctionnement à eux. Les deux autres objectifs spécifiques, bien, il va y avoir documenter les mécanismes d'abstraction et de valorisation des données disponibles sur un territoire. Donc, une fois qu'on va avoir identifié nos indicateurs, on va regarder, parfait, ça nous prend quelles données pour pouvoir faire ça, comment on peut aller les chercher et comment on peut les mettre en valeur, ces données-là, donc comment on peut les exploiter. Et c'est intimement en lien avec l'autre qui est de développer une architecture de base de données là, pour les données autant spatiales que non spatiales. Donc, c'est à ce moment-là, entre autres, que Bruno Agar, là, un collègue de Polytechnique, là, spécialiste en données massives et en extraction de données, va pouvoir venir nous aider. On part toujours du principe qu'on veut une donnée qui nous sert, donc on ne veut pas juste tout extraire les données et bâtir des indices à partir de ça. On va y aller à l'inverse, en fait. On va bâtir les indicateurs, on va se demander quelles données ça nous prend, puis on va aller chercher uniquement les données dont on a besoin. Et avec le temps, quand le système va évoluer, bien, on pourra raffiner les différents mécanismes. Donc, c'est pour ça qu'on y va par étapes. Parce que si un indicateur change, bien, on va être capable de faire débouler le travail à faire pour le restant. Donc là, je vois qu'il y a des choses dans la discussion. Je ne sais pas si c'est des questions, Valérie, ou... Non, 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 c'est juste Non? des personnes Parfait. qui te rassurent qu'ils sont là. Ah, qui sont là, parfait, c'est bien ça. Merci beaucoup de me rassurer, c'est super gentil. Donc, et ultimement, en fait, ce que ça va nous permettre, ben, c'est que l'atteinte de ces objectifs permettra alors de développer une spatialisation des conséquences euh, en lien avec tout ce qu'on va avoir trouvé au niveau des inondations sur un territoire donné. Donc, on comprend que ces indicateurs-là, ensuite, on va les spatialiser soit par secteur ou par exemple, ça pourrait être par quartier, ça pourrait être par code postaux, ça pourrait être par arrondissement ou par ville là, pour ceux qui sont plus grands. Bref, on va avoir des secteurs et avec ça, on va pouvoir coller nos indicateurs. On a la prétention, ou en tout cas, on pose l'hypothèse que ces indicateurs-là, éventuellement, pourront peut-être servir à d'autres types d'aléas, malgré le fait qu'on va se concentrer uniquement sur les inondations avec notre caractérisation. On a la prétention de penser que par la suite, les villes pourront intégrer d'autres aléas pour lesquels ils ont des préoccupations particulières. Donc, souvent, les municipalités, quand ils ont un aléa qui les préoccupe plus particulièrement, vont faire des plans particuliers d'intervention. Dans ces plans particuliers d'intervention-là, la plupart du temps, quand ils sont bien faits, bien, il y a une caractérisation de l'aléa sur le territoire déjà qui existe. Parfois, il va y avoir aussi des indicateurs qui ont été identifiés. Donc, ça va être possible de venir intégrer ça dans le tableau de bord et de peut-être penser à avoir différents tableaux de bord, soit par aléa ou pour un type d'indicateur, bien, avoir différents niveaux selon l'aléa qui est en cause. Donc, éventuellement, c'est comme une suite au projet là, qu'on pense, mais il sera possible d'extrapoler, malgré le fait que présentement, on va se concentrer vraiment sur les conditions d'inondation qui sont présentes à Québec et qui sont présentes dans Brome-Missisquoi. Donc, on va travailler avec les autorités en place là, pour bien identifier tout le côté aléa et nous, on va pouvoir après ça se concentrer à développer tout ce qui concerne les conséquences et la gestion de celles-ci.
Donc, quelle approche de recherche qu'on prend? Bien, comme je le disais, on est beaucoup dans une approche de recherche-action. On est comme à la frontière de différentes approches, là, recherche-action, recherche-intervention. Bref, on est directement impliqué avec notre partenaire et on fait ça sous forme d'itération. Donc, de notre côté, comme là, présentement, on travaille à identifier des indicateurs. Par la suite, on va revenir vers nos partenaires. On va faire des ateliers de travail pour aller confirmer ce qu'on va avoir trouvé, ce qu'on va avoir trouvé d'intéressant, aller récolter aussi qu'est-ce qu'eux utilisent, donc travailler avec eux pour par la suite revenir de notre côté comme chercheurs, faire, faire un travail en fait de mise en commun de la partie plus pratique ou action versus qu'est-ce qu'on va avoir trouvé. On va sûrement aller revoir la littérature aussi si des nouveaux éléments sont là et retourner par la suite travailler et ainsi de suite. Donc, on fait ça tout au long de notre travail et ça nous permet de s'assurer, en fait, en faisant différentes itérations du processus comme ça, bien, on reste toujours en lien avec les besoins de nos partenaires, en tout cas, moi, me préoccupe beaucoup, là, m'assurer que ce que je vais faire va pouvoir être utilisé par eux et va être significatif pour eux dans ce qu'on va faire. Les principaux jalons, en fait, ben, on a la revue des indicateurs et indices, là, comme je parlais. On va avoir la revue des caractérisations des aléas disponibles. Donc, on a déjà eu des contacts là, grâce à Ouranos là, avec Alexandre Gagnon. Là. Donc, on a déjà rencontré le ministère de la Sécurité publique qui ont beaucoup de travaux là-dessus. On est aussi en lien avec InfoCru et d'autres partenaires éventuellement là, pourront se joindre. On a rencontré aussi les différents bureaux d'inondation qui sont concernés par ces deux régions-là. Donc, on va travailler avec ces partenaires-là vraiment pour la partie aléa. Il y a déjà beaucoup de travaux qui se font là-dedans, donc on ne veut pas nécessairement réinventer la roue, là, donc on va travailler avec eux pour ça. Par la suite, notre objectif, c'est que cet hiver, de commencer les premiers ateliers de travail avec nos partenaires là, pour identifier les premières prises de décision, là, autant en préparation qu'en intervention. Par la suite, on va aller vérifier les données disponibles, mécanismes d'acquisition, construire le tableau de bord. Donc, ce que je vous montrais plus tôt, c'est avec ArcGIS Online. Donc, on va utiliser cet outil-là pour bâtir notre tableau de bord. Ça, c'est la partie, on commence à faire des tests en parallèle avec un autre projet là, que Benoît Robert pilote pour voir un peu les défis que va représenter l'acquisition de données, surtout au niveau des partenaires, parce que parfois, ces données-là ne sont pas nécessairement tous dans le même format. Il y a un peu de nettoyage à faire. Donc, on est en train de faire des tests à ce niveau-là pour nous faciliter le travail là, dans un an environ, quand va venir le temps de prendre ces différentes données-là et d'essayer de les faire fonctionner là, dans un tableau de bord. Et par la suite, on va s'assurer d'être capable de faire le transfert. Donc, on va documenter en fait qu'est-ce que ça représente, faire le transfert aux partenaires, maintenir le système et surtout le mettre à jour. Là, je pense que tout le monde qui a eu à travailler avec des données savent que le principal défi, c'est la mise à jour de ces données-là, donc la valeur de cette donnée-là au niveau du temps. Si on récolte des données, l'âge de nos données, là, donc, si jamais il y a des nouvelles données qui se génèrent, on sait qu'il y a beaucoup de travaux en cours au niveau des inondations, donc autant au niveau de la caractérisation des aléas, mais il y en a également sur les indices. Là, on est, je pense, déjà rendu à une centaine d'articles identifiés de notre côté, 130 articles là, qui sont directement en lien avec ce qu'on veut faire, puis ça continue. Donc, on sait que ça se travaille, fait qu'il va falloir s'assurer là, de la mise à jour de tout ça et que ça reste toujours utile là, à ce niveau-là. Il y a une nouvelle réglementation aussi, une nouvelle législation normalement qui va sortir éventuellement. Ça fait tellement d'années qu'on en parle que quand on va le voir, ça va être excellent, j'imagine. Mais il est censé avoir une nouvelle législation en sécurité civile, donc une nouvelle loi avec des nouveaux règlements aussi, normalement, pour contraindre, entre autres, les générateurs de risques. Donc, ça va peut-être nous amener des nouvelles données ou des nouvelles contraintes en termes de gestion des conséquences, de nouvelles prises de décision, des modifications dans les prises de décision, donc peut-être un besoin aussi
d'intégrer des nouveaux indicateurs ou de modifier des indicateurs existants. Donc, on va aussi se questionner là-dessus. Qui sait peut-être que pendant le projet, cette législation-là va arriver. Donc, ça serait vraiment intéressant. Et on pourrait déjà mesurer l'impact que ça peut avoir à ce niveau-là. Donc, en fait, comme je vous disais au début, là, c'est vraiment pour présenter un projet qui a été gentiment, généreusement financé par le risque et Ouranos lors du dernier appel à projet. Donc, on en est au début. Je n'ai pas de résultats tangibles, malheureusement, à vous présenter. J'en aurai sûrement plus dans 6 mois. Mais je suis ouvert, je ne sais pas qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce projet-là. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, vous avez juste hâte de partir. L'avantage à distance, c'est que ça paraît moins quand on se déconnecte, mais sinon, vous avez peut-être des commentaires, tout ça. Moi, je suis prêt à discuter et à voir un peu, peut-être qu'il y a des enjeux ou des défis qu'on a mal identifiés ou qu'on n'a pas identifiés, justement, qui nous permettraient d'améliorer notre exécution du projet. Donc, merci de votre écoute. Et je suis prêt pour vos questions. Mais tu as une question dans le chat, Yannick, de Oui, la part OK. de Attends un Jacques peu. Côté. Je vais pouvoir ouvrir ça. Parfait. Ouais. Oh, notre liste des partenaires est-elle longue? Non, il y en a 2. En fait, quand on a soumis le projet, on a 2 partenaires officiellement. Donc, on a le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec et on a le Centre local de développement de Brome-Missisquoi. Le projet, comme tout projet là, de recherche, là, a un comité de suivi sur lequel on a l'opportunité d'avoir le ministère de la Sécurité publique, Infocru, Ouranos. Donc, c'est sûr que ça amène des personnes de plus à l'intérieur du projet. Ils ne sont pas directement, impliqués dans l'exécution du projet, mais sont quand même là pour nous orienter sur différents éléments qu'on pourrait peut-être escamoter, surtout au niveau de la caractérisation de l'ALEA. Je vous dirais que nos efforts ne sont pas mis là. Fait on a déjà eu une première rencontre du comité de suivi là, qui nous a permis de voir qu'il existe différentes initiatives à Infocru. J'ai rencontré aussi les bureaux de projets sur les inondations de ces 2 régions-là. Ça aussi, ça a été très intéressant parce que ça a permis de voir qu'est-ce qu'eux, ils font, comment ça pourrait leur être utile aussi ce qu'on développe dans leurs travaux. Donc, il y a différents échanges qui se font de cette façon-là, mais officiellement, on a deux projets. Je vois, est-ce que ça répond, M. Côté, Jacques? Oui, parfait, merci. Je vois qu'il y a une autre question aussi. Il y a Manel qui nous dit qu'on peut se sentir à l'aise. Parfait, merci Manel. Et on a... Yannick, j'ai reçu une question, moi, par Oui. voie directe. Peut-on déjà penser, non, pardon, excusez-moi, le projet, est-ce qu'il porte sur plusieurs aléas? Donc, avons-nous 1 ou 2 aléas en tête auxquels les mêmes indicateurs pourraient bénéficier? En fait, présentement, étant donné que c'est le risque et Ouranos avec Infocru, donc officiellement, oui, il y a un seul aléa, qui est l'aléa inondation avec ses différentes caractérisations possibles. Il y a différents types d'aléas. Je ne suis pas un expert, mais je vois qu'Étienne est là. Il fait un excellent cours d'ailleurs dans le programme là-dessus, mais il y a différentes façons que l'inondation peut survenir. Donc, ça, on va les prendre en compte, mais on reste toujours autour du thème de l'inondation. Mais c'est notre prétention de penser que ces indicateurs-là, une fois qu'on les a trouvés, on sait qu'en y allant vers des conséquences, donc vers des prises de décision, donc par exemple, une des prises de décision, ça peut être d'évacuer un secteur, mais on sait que ça peut s'appliquer à plusieurs autres aléas, autant naturels qu'anthropiques. Donc, oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Puis, en fait, une fois qu'on va avoir le tableau de bord et les indicateurs, oui, ça va pouvoir, là, pour faire un lien avec la question de Geneviève Clément-Robert, oui, ça va être possible de l'étendre à d'autres régions parce que, en fait, une fois qu'on a la mécanique d'extraction et tout ça, ben, il sera possible là, de faire ce transfert-là à d'autres endroits pour pouvoir l'utiliser, non pas juste avec nos 2 partenaires, mais à l'ensemble du territoire, là, parce que heureusement ou malheureusement, tout dépendant de quel côté qu'on se place, il y a beaucoup d'endroits qui sont touchés par les inondations. Donc, en termes de chercheurs, moi, c'est intéressant
En termes de sinistrés, c'est sûr que ça l'est moins, mais en termes de chercheurs, c'est intéressant. Donc, oui, ça pourrait faire ça. On a aussi deux mains levées, Yannick, si tu veux. Ouais, ben oui, Jimmy Duchesneau. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'est un projet qui représente beaucoup d'intérêt. Je suis pour le MAMACH, la Direction de la protection du territoire face aux inondations. Les bureaux de projet, justement, gouvernementaux, là, sont à élaborer là, leur méthodologie. Puis nous, en ce moment, en toute transparence, c'est davantage là, les indicateurs territoriaux, un peu économiques. Là, on travaille étroitement avec le MSP, mais qui sont pris en compte. Fait que tout ce qui est indicateurs socio-économiques ou populationnels que vous présentez, on essaie de les capter. Via différentes méthodologies qu'on ne trouve pas très concluantes, comme l'analyse par composante principale ou d'autres éléments comme ça. Puis on va probablement explorer l'opportunité de les utiliser davantage comme des outils d'aide à la décision. Fait que ce que vous dites est très, très intéressant. Parce qu'au terme, les bureaux de projet devront élaborer des plans d'intervention. Fait qu'on est très intéressé par ce que vous dites. Je vous tends la main un peu pour être un collaborateur, tant pour les bureaux de projet, mais notre direction aussi s'occupe des conventions d'aide financière avec les organismes municipaux. Donc, les territoires que vous mentionnez sont aussi là, sous convention d'aide financière avec la MAMACH qui font des cartographies un peu plus fines. Donc, je présume que c'est les bureaux de projet que vous avez contactés, là. En fait, les bureaux de projet nous ont contactés, les bureaux de projet sur les inondations, là, parce que le risque, quand ils publient quelque chose, je pense à beaucoup de rayonnement, parce que suite à la publication, comme quoi on avait ce projet-là, j'ai reçu différents courriels, dont celui des bureaux de projet sur les inondations qui nous ont contactés pour connaître ce qu'on allait faire, justement parce que la même chose, là, ils disent que ils sont directement en lien avec ça. Mais moi, je suis toujours ouvert, là. En fait, je pense que vous avez mes coordonnées à quelque part dans l'invitation, ou sinon, vous tapez mon nom sur Internet, vous allez sur la page de UQAM, vous avez mon courriel, là. M'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de. On va inclure. C'est sûr que, comme j'explique à tout le monde, en fait, j'ai deux partenaires principaux qui contribuent en temps et en argent au projet. Fait que, eux, en premier lieu, on est là pour eux, mais si d'autres personnes peuvent s'inclure dans le projet et venir nous aider à améliorer le travail qu'on fait, on est toujours ouvert. Là. Moi, plus on va être, quitte à faire à un certain moment un atelier de travail avec tous ces gens-là qui ont un intérêt pour aller tester ou voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est complètement dans le champ ou est-ce qu'on est sur pas loin de la cible. Là. Oui, je saute sur l'occasion. Merci, Monsieur Duchesneau, de votre présence. Nous, au risque, on est en train déjà de développer un projet pilote avec un des bureaux de projet du MAMACH dans le cadre du PPTFI. Donc, c'est sûr que je vais vous mettre en contact avec Yannick parce qu'en tant que directrice de partenariat, ça m'intéresse beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est mon directeur qui m'a invité à participer à la rencontre. Vous êtes bienvenue. Ça nous fait toujours plaisir de voir nos partenaires participer à nos webinaires. On verra pour l'implication sur le comité de suivi du projet. C'est là que je vois qu'il y a un intérêt concret pour nous. Merci. Super, merci. Parfait. Merci beaucoup, Jimmy. Je pense qu'il y avait, on va faire un Pascal, l'autre. ensuite Laurent. Oui, il y a Pascal Laurent. J'ai aussi Luc qui a posé une question, Marcel et Ibrahim. Donc, on va y aller avec Pascal en premier. Ensuite, on ira à quelqu'un dans le chose de discussion. Comme ça, oui. On va pouvoir alterner. Donc, Pascal. Ben, c'est super intéressant comme projet. Puis, je fais de la publicité pour mon ancien employeur, là, mais à Laval, ils ont une équipe multidisciplinaire là, à l'ingénierie qui fait justement de la caractérisation des zones inondables puis de l'analyse de risque. Puis ils sont venus, par exemple, déterminer les niveaux des rez-de-chaussée, les niveaux des ouvertures dans les bâtiments, les seuils de submersion de tronçons de rue pour déterminer les secteurs qui seraient isolés. Donc, c'est sûr qu'il y a on ne peut pas réseauter avec tout le monde, là, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent un peu sur les mêmes projets là, pour déterminer là, des indicateurs pertinents. Oui, ben, tu as tout à fait raison, Pascal. Puis je le savais parce que
j'ai déjà vu ce que la Ville faisait dans d'autres présentations, là, notamment au dernier séminaire là, de la SCQ. Mais on est quand même à cet endroit-là. Nous, je ne pense pas qu'on va aller jusque-là dans nos indicateurs. En tout cas, je garde la porte ouverte. Le niveau des sous-sols et tout ça, je pense qu'il va falloir aller le mesurer. Là. Je ne pense pas qu'il y ait une base de données qui nous donne ça. Donc, bon, quand tu es dans une petite ville de 200 habitants, j'imagine que ça se fait mieux que quand tu es sur une île où il y a 2 millions d'habitants. Mais il doit y avoir des techniques avec le LIDAR et tout ça pour pouvoir faire ça sûrement. Mais c'est certain qu'il va falloir qu'on voit. En fait, ce que ça soulève, puis c'est vraiment intéressant, là, c'est il y a un comportement de l'aléa, un certain comportement de l'aléa qui va venir affecter le territoire d'une certaine façon. Ça, pour nous, c'est intéressant, puis on peut s'abreuver, si on veut, de ces travaux-là, de ces informations-là, de ces données-là. Mais je ne suis pas certain qu'on va aller de ce côté-là dans notre gestion des conséquences. C'est comme on est, à moins qu'un de nos partenaires nous dise non, moi, c'est hyper important, tous ces aspects-là au niveau du comportement, mais ça reste, on est rendu beaucoup dans le micro, là, puis c'est bien parfait parce que ça nous permet justement de justifier parfois certaines décisions. Mais bref, c'est intéressant cette notion-là de comportement quand on arrive à le modéliser de façon aussi précise versus qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher et qui va soutenir pour ton ancien employeur. Tu sais, là, tu travaillais là-dedans, tu as été impliqué dans les inondations là, grandement. Donc, il y a des décisions qui se prennent et je ne suis pas sûr que toute la caractérisation de ce comportement-là va vraiment venir soutenir l'ensemble des décisions qui sont prises. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais ça me fait réfléchir ce que tu dis, Pascal. C'est sûr que trop de détails dans l'action, à un moment donné, tu n'as pas le temps de le prendre en compte vraiment. Par ailleurs, il y a des bases de données sur les niveaux de... Ah ouais, ben tant mieux. Je ne veux pas faire la publicité pour un privé, là, mais c'est un service qui se vend, j'imagine, à un certain prix. Là. Laval l'achète. L'achète. C'est bon. Merci. Est-ce que ça répondait, Pascal, à ta question? Oui, oui, bien sûr. Merci. Parfait, merci. Donc, on pourrait y aller avec Luc. Si ça ne dérange pas, Laurent, on va y aller en personne. Bon, parfait. Donc, peut-on penser déjà à certains indicateurs et indices qui pourraient être partagés à titre d'exemple concret pour favoriser la compréhension et la portée du projet? Malheureusement, Luc, j'en ai pas à te partager puisqu'on est vraiment dans une liste là. Il n'y a pas de choix qui ont été faits encore sur ces indicateurs-là parce qu'il manque l'élément essentiel avant de pouvoir faire un choix qui est les prises de décision. Donc, on va choisir les indicateurs une fois qu'on va avoir identifié la prise de décision parce que souvent, dans des systèmes d'aide à la décision, dans une autre vie, là, je travaillais en développement de système et ma formation de base est en développement de système informatique là, en administration, c'est qu'on va être fort pour aller chercher un maximum de données. On va bâtir des systèmes d'aide à la décision, mais on ne sait pas quelles décisions qu'on supporte. Mais on sait qu'on supporte des décisions. Mais on ne sait pas exactement quelles décisions qu'on supporte. Fait qu'on se dit, ces données-là sont intéressantes. Ça nous permet d'avoir un état de situation et ça m'aide à naviguer à travers les différentes prises de décision que j'ai à faire ou à prendre. Mais je ne sais pas exactement c'est relié à laquelle. Le meilleur exemple, c'est le tableau de bord qu'on voit sur la COVID. C'est super intéressant, il y a plein d'informations. On voit un peu l'utilisation qui en est faite. Donc, quand la vaccination, par exemple, ne progresse pas assez vite dans les différents groupes d'âge, bien là, on voit des publicités apparaître pour aller se faire vacciner ou des messages plus ciblés pour aller se faire vacciner. Mais on ne sait pas comment ça supporte la décision et quelle décision que ça supporte en arrière de ça. Donc, non, présentement, malheureusement, j'en ai pas à te fournir, Luc. Désolé. Donc, Laurent. Yes, ben moi je suis plus en agriculture donc et agriculture urbaine, donc la problématique des villes-éponges, la problématique justement des terres inondables, tout ça, anciennement dans l'armée aussi, donc j'ai un petit peu d'expérience aussi au niveau des livres blancs d'urgence d'intervention dans les municipalités selon les différentes crises. Puis c'est ça. Donc, dans le fond, moi, c'était la question, c'était
est-ce que vous avez été voir justement ces fameux livres blancs-là des différentes municipalités pour comparer, parce qu'il y en a qui ont différents facteurs de risque selon la grosseur de la rivière ou de la quantité de neige du bassin versant? Puis, si oui, tant mieux, parce que les livres blancs, ils ont été écrits, puis finalement, ils ont plus ou moins été utilisés. La COVID l'a prouvé, malheureusement. En santé, je l'ai vécu de plein fouet. Donc, c'est ça. Puis, deuxièmement, quand j'étais dans l'armée, j'ai quand même vu beaucoup de mesures qu'on avait en réaction face justement à un manque de prise de décision. Pas nécessairement un manque de moyens, ni un manque de données en avant-scène, mais un manque de prévision des actions pour empêcher justement des problématiques, puis sectoriser les problèmes, amener les populations plus loin. Des fois, ils amènent les populations à un centre d'aide, puis ce centre d'aide-là se fait inonder. Oh, C'est un peu ridicule. Il y en a, il y a un ingénieur, M. Jean Covici, en France, qui, lui, justement, a fait beaucoup de liens avec l'armée régulière, l'armée d'intervention et la marine pour les crises d'inondation en France qui sont vraiment beaucoup plus, désolé du terme, mais beaucoup plus documentées qu'ici, beaucoup plus en avance. Puis, il évalue le niveau des risques qui vont coûter extrêmement cher pour eux. On n'a peut-être pas nécessairement les mêmes caractéristiques, mais je crois qu'il faudrait quand même s'inspirer justement de groupes d'autres pays qui ont développé les méthodes d'analyse puis d'intervention pré-militaire et pré-déstabilisation sociale, etc. Oui, oui, oui. Laurent, il y avait beaucoup d'éléments Oui. dans ton intervention, super intéressante. Je vais me répéter un peu, mais c'est certain, puis ça fait, je sais que ça sort ça fait un peu spécial, là, mais on ne s'intéresse pas tant à la façon dont l'inondation va se produire, on ne s'intéresse pas tant à la manière dont elle pourrait éventuellement se produire. On est vraiment, nous, du côté de gestion des conséquences. J'ai bien entendu, là, malheureusement, je ne peux pas prendre de notes, mais je vais pouvoir écouter la vidéo, c'est ça l'avantage. Donc, les livres blancs, je vais pouvoir, on va pouvoir aller voir, est-ce qu'il y a des éléments à l'intérieur de ces livres blancs-là qui nous aident? Puis c'est certain que s'il y en a, on va les prendre. Là, ça va faire partie. Normalement, ça devrait être capté par la recension, là, si les deux personnes qui sont impliquées là, arrivent à les trouver, là, en fait, ils vont être bien captés à ce niveau-là. On va être capable d'aller les chercher, mais c'est certain que, comme vous disiez, là, toute la notion de prévention, préparation, en fait, toute la notion de préparation, parce qu'en prévention, généralement, d'une fois à l'autre, là, on met en place certaines mesures, mais au niveau de la préparation, on a espoir, en fait, d'identifier différentes décisions pourraient se prendre en phase de préparation. Donc, en fait, sur le continuum, là, on a l'événement qui est prévu. L'avantage avec l'inondation, on n'a pas encore énormément de flash flood, là, donc, on arrive à les voir assez d'avance. Souvent, en janvier, février, on a une idée de ce qui nous attend. Et par la suite, soit que ça va diminuer ou augmenter là, avec le temps, mais on sait quand même assez d'avance. Donc, dans cette phase-là, on est-tu capable de faire d'autres choses outre que d'acheter des sacs de sable, là, si je veux être un peu cynique? Mais au-delà de ça, on est-tu capable de mieux prévoir nos centres et tout ça? Il y a des décisions qui se prennent dans cette phase-là. Donc, j'ose espérer que nos deux partenaires vont être capables de nous identifier autant du point de vue de prise en charge de la population, mais aussi du point de vue socio-économique. Parce que souvent, c'est certain que dès qu'un être humain est mis en cause, dès qu'un être humain, sa maison est mise en cause, on est très focusé là-dessus avec raison. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser les gens s'arranger seuls, mais il y a tout le côté socio-économique qui, à mon avis, travaille, participe, contribue beaucoup au pendant, donc comment on gère nos sinistrés pendant, mais surtout au retour à la normale. Parce que si en plus, quand tu réintègres ta maison, tu n'es pas capable de réintégrer ton entreprise, tu n'es pas capable d'aller travailler, ton entreprise n'est pas en mesure de t'accueillir,
ça fait juste s'ajouter sur les différentes conséquences que tu subis, puis à un moment donné, tu sais, ça explose pour la personne. Donc, et au niveau de la ville, c'est pas mieux non plus cette notion de continuité-là, de service. Tu sais, parce que quand on parle du côté socio-économique, la ville aussi y participe. Là, il y a différents services qui doivent se relever assez rapidement pour être en mesure d'offrir les services. Donc, tu sais, oui, on va avoir des décisions qui vont être identifiées à ce niveau-là, c'est certain. Et on pourra s'inspirer sûrement des travaux là, qui sont faits en Europe, là, en France. On sait qu'en termes de préparation, en Europe, en Asie aussi, parce que eux, tu sais, quand un territoire est inondé en Asie, tu sais, des fois, c'est la population du Québec au complet qui est inondée, puis c'est gros comme Montréal, là. Donc, ils ont aussi beaucoup de travaux qui sont faits là-bas. Donc, oui, on va aller s'inspirer un peu partout, mais merci beaucoup pour les informations, Laurent. Est-ce que ça répond à votre question, intervention? Ben, c'est ça, c'était juste pour compléter aussi. Tu sais, les livres blancs, dans le fond, c'est parti du déluge du Saguenay, après ça, de la crise du verglas, puis les budgets ont été mis vitesse grand V pendant 2-3 ans, post les 2 tours, là. C'est juste pour mettre un peu dans le contexte. Donc, il y a eu une obligation gouvernementale des institutions et des municipalités ou des grandes sociétés forestières, quoi que ce soit, d'établir des plans d'urgence. Mais c'était avant que ça s'informatise tout. Puis c'était des cahiers qui étaient supposés d'être gardés dans des bureaux, tu sais, et mais souvent, c'est oublié, puis c'est... faut juste pour commencer l'ouvrage, souvent, c'est ça le problème, on recommence. Les données, des fois, les interventions ont déjà été là, puis c'était fait avec les anciens intervenants qui sont souvent en retraite. Donc, ça serait plate de perdre son temps à recommencer. Déjà, à être sur des bonnes bases, puis il pourrait y avoir, là, vous êtes dans deux municipalités plus précisément, ce que j'ai compris, mais ça pourrait s'étendre à beaucoup plus grand là, avec ces Oui, tout données-là. à fait. Tout à fait. Puis effectivement, je ne suis pas un adepte de réinventer la roue, là. Elle a été bien faite la première fois. Je ne dis pas que ça n'arrive pas des fois qu'on réinvente la roue, là, parce que des fois, on y rajoute une couleur et on la trouve vraiment belle. Mais le plus possible, on essaye de ne pas le faire. Mais tout à fait, en fait, comme je disais, je vais réécouter pour noter tout ça. Puis je vais dire à mes étudiantes, allez écouter le webinaire. Laurent intervient à un certain moment, allez chercher des données là-dessus. Mais merci beaucoup, Laurent. On a Marcel Couture aussi qui demande les gestionnaires locaux connaissent bien les éléments vulnérables aux inondations. Comment l'outil que vous développez pourra les aider? Très bonne question. Merci beaucoup, M. Couture. En fait, oui, ils connaissent les éléments vulnérables aux inondations, mais nous, on n'est pas là, à moins. En fait, on est là pour venir soutenir les décisions qu'ils vont vouloir prendre. Donc, oui, la connaissance est là. Et tu sais, avec le cadre de Sendai en 2015 qui a établi que la compréhension des risques, ça fait un peu bizarre là, en 2015 de se dire ça serait bien qu'on connaisse les risques avant d'agir dessus, mais tu sais, il n'est jamais trop tard. Ce qu'on espère qu'il n'est jamais trop tard avec les changements climatiques, mais mieux connaître les risques, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Puis effectivement, les gestionnaires locaux, tu sais, souvent, nous, on dit niveau opérationnel, là, ils savent ils sont où les problèmes. Là. Ils savent, sauf que nous, ce qu'on veut aller chercher, ce n'est pas ces éléments vulnérables-là qu'on a souvent sur des cartes. C'est je fais quoi? Qu'est-ce que je prends comme décision quand cet élément vulnérable-là est inondé ou potentiellement inondé parce que je sais que dans 3-4 jours, la cote va monter assez pour que inonder le système. Donc, quelle décision je prends et qu'est-ce que j'ai besoin pour m'aider à prendre cette décision-là? Donc, quel indicateur j'ai besoin? Quel indice, quelle information, quelles données j'ai besoin. Et c'est ça qu'on va vouloir venir supporter parce que cette caractérisation-là existe effectivement là, très bien. Et la connaissance sur le terrain, elle est, à mon avis, elle est infinie. Là. Les gens sur le terrain, là, travaux publics, voirie, aqueduc et égouts, c'est tous des gens qui savent comment le système fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand il arrive quelque chose. Fait qu'il faut être en mesure d'aller chercher cette information-là, elle existe, et d'aller voir quelles décisions vous prenez. C'est quand qu'on décide de fermer, par exemple, un poste de distribution d'eau ou un poste de surpression, par exemple, au niveau de l'eau potable. Quand est-ce que je décide de le fermer? C'est quoi mes critères que j'ai besoin pour prendre cette décision-là? Quand est-ce que je décide d'évacuer une zone? On le sait,
on y va, pas que c'est fait n'importe comment, mais on va parfois attendre, on anticipe des choses, on a des critères, puis à un moment donné, on prend la décision, puis des fois, on se rend compte qu'il est trop tard. Puis c'est sûr qu'aller dire à quelqu'un après 3 semaines qu'il protège sa maison de l'inondation avec des pompes, puis tout le kit, aller dire après 3 semaines, hey, écoute, finalement, on t'évacue. Tu ne t'accueilleras pas avec un café, là, c'est tout à fait normal. Puis il ne voudra sûrement pas partir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs, critères qui nous auraient permis de prendre cette décision-là avant pour éviter tous ces dommages collatéraux-là qu'on a sur les sinistrés une fois qu'on prend nos décisions? Fait que je ne sais pas si ça répond, M. Couture, soit prenez la parole, dites non, ou sinon, juste un petit signe dans le chat, là, ça va faire l'affaire. Par la suite, Monsieur Côté, le CEHQ contribue-t-il? Je ne sais pas ce qu'est le CEHQ, donc j'imagine que non. Centre de l'expertise hydrique du Québec. Ah, bingo! Non, non, pas encore, mais j'imagine qu'ils vont apparaître à un certain moment dans nos recherches minimalement, donc dans notre recension de ce qui se fait, c'est sûr qu'ils vont apparaître, là. Un coup qu'on me dit c'est quoi, je sais, maintenant je suis un initié, je sais c'est quoi l'abréviation, mais c'est certain qu'ils vont apparaître. Ariane allume sa caméra, je ne sais pas si elle est du centre hydrique ou elle veut intervenir, mais, mais donc c'est ça, oui, ils vont sûrement apparaître à un certain moment là, à ce niveau-là. Je vois que Ibrahim, ta question elle a été répondue. Ariane Hamel avait posé une dernière Oui. question. Ah, bingo. Oui, c'est juste pour ça que j'ai allumé ma caméra. Ah, c'est bon, parfait. Ben, vas-y, Ariane. Ah, ben oui, ben, je peux la lire. En fait, je me demandais si dans les prises de décision pour l'outil, ça inclut seulement les décisions qui sont prises par les autorités ou également celles des citoyens. Donc, dans la phase de rétablissement, mettons, est-ce que ça peut inclure la décision de quitter sa maison ou son lieu qui a été inondé de façon volontaire ou pas, ou la décision de rester? Puis là, j'ai assumé après que l'outil était aussi pour la phase de rétablissement, mais est-ce que ça l'est également ou c'est juste pour la phase prévention-réponse? Il y a quelque chose qui me fatigue avec ta question, c'est de ne pas y avoir pensé avant. C'est pour ça qu'on fait des webinaires. Sérieusement, Ariane, écoute, je suis sans mots. C'est une excellente question. Non, mais c'est certain que ça va me trotter dans la tête. Oui, ça va me trotter, ça me trotte déjà dans la tête. Ça va me trotter dans la tête tout le long. Fait que j'imagine qu'éventuellement, je vais être capable ou trouver une façon de pouvoir rendre cet outil-là peut-être utilisable justement par les personnes. Peut-être un autre projet. Bref, ça, comme je te dis, là, tu viens d'ouvrir une porte dans ma tête. Là, c'est hyper intéressant. Puis il y a vraiment quelque chose à faire là aussi. Parce que, tu sais, je ne sais pas où tu viens, Ariane, mais ta question est directement en lien avec la responsabilisation citoyenne en sécurité civile, donc la fameuse responsabilité partagée qu'on appelle. Je ne sais pas si tu connais ça ou si tu es du domaine ou pas, mais bref, en sécurité civile, il y a un concept de base qui est la responsabilité partagée. Malheureusement, le meilleur symbole que je peux donner pour ça, c'est la trousse 72 heures. Je dis malheureusement parce que je n'aime pas la trousse 72 heures, j'aime mieux une trousse de prise en charge. Et ça, c'est directement une prise en charge. Être capable d'outiller le citoyen à prendre lui-même la décision de c'est quand le meilleur temps pour lui d'évacuer et qu'il connaisse également c'est quoi le meilleur, c'est quand le meilleur moment que la municipalité a identifié, en fait, parce que parfois, on assiste dans des inondations à des gens qui sont prêts à rester là coûte que coûte. Et à un moment donné, leur sécurité est en jeu. C'est pour ça qu'on les évacue. C'est pour ça qu'il y a une disposition qui nous permet de les évacuer de force parce que leur sécurité à eux sont en jeu. Mais peut-être les aider, ça serait génial. Et ça leur permettrait aussi peut-être de voir une certaine forme de prise de conscience, là, parce que la fin de la question aussi est très importante, ou de rester dans le quartier inondé ou dans la zone inondable. Donc, peut-être qu'à
à un moment donné, tu sais, je te fournis différents indicateurs, puis regarde, là. Dès qu'il y a de l'eau, il faut que tu partes. Dès qu'il y a ci, il faut que tu partes. Dès que ça, tu es impacté. Dès que ça, tu as une conséquence à gérer. Ça se peut que tu te dises, ah, finalement, il y a une maison à vendre là, en dehors de la zone inondable dans le même quartier. Je pourrais peut-être m'en aller là. Mais non, écoute, c'est super belle question. Merci beaucoup. Ça va occuper le restant de ma fin de semaine. C'est pas gentil, mais c'est correct. Merci à vous. Là, je vois qu'il est 1 heure. J'imagine qu'à un moment donné, quelqu'un va me dire il est 1 heure, c'est la fin, blablabla. Bon, ils m'ont nommé co-hôte, là, fait que je sais pas si je peux prendre le contrôle, mais bref, moi, je suis là. Ma prochaine rencontre est à 2 heures. Fait que s'il y en a qui ont encore des questions, je suis preneur. S'il y en a qui doivent quitter, je ne le prendrai pas personnel, inquiétez-vous pas. Merci beaucoup encore à ceux qui restent là, qui sont là, puis ceux qui vont l'écouter par la suite. Merci beaucoup d'avoir été présent au webinaire, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. C'est toujours, moi, je trouve toujours ça enrichissant de mon côté là, de pouvoir confronter ces idées-là là, avec des personnes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yannick. Merci tout le monde. Je pense qu'on a encore une dernière question avant de... Ouais, Luc, en plus, Luc. Luc, au pire, il peut m'appeler après, mais vas-y, Luc. Oui, ton On n'entend micro, pas, Luc, par exemple. Hein? on t'entend pas. Puis en plus, tu es en contre-jour, fait qu'on ne peut pas lire sur tes lèvres la question. C'est sûrement mieux comme ça un peu. Ah ouais, ça va aller mieux, oui. Mais je vais certainement pas ralentir les gens qui doivent quitter à 1 heure. J'étais juste curieux, Yannick, parce que tu as quand même cheminé là, sur la question que j'avais posée là, en fonction d'avoir des indices, d'indicateurs où là, clairement, avec une des réponses, ça doit élaborer un petit peu plus. Ma question étant, puisque j'aime beaucoup l'idée de passer vers quels sont les meilleurs réflexes décisionnels ou l'aide à la prise de décision des décideurs en municipalité, entre autres, avant de baser les indicateurs. Est-ce qu'il y aurait à la fin la possibilité, quand les indicateurs seront sortis, le projet sera élaboré, de partager quelles ont été les questions-réponses d'aide à la décision qui pourraient favoriser des municipalités dont les décideurs n'auraient pas nécessairement pensé? Puisque le squelette décisionnel est basé là-dessus, il y a peut-être beaucoup à apprendre de certaines municipalités qui ne sont pas habituées à jauger avec ce niveau de détail-là, puis qu'il y aurait une checklist qui pourrait devenir à contribution là, sur quelles sont les bonnes questions à se poser comme décideur. Oui, bien, en fait, quelles sont les bonnes questions? Oui, mais en fait, comment identifier ces questions-là? Moi, c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. Et voici les questions voici les questions, pas les questions, mais voici les prises de décision qui existent dans d'autres municipalités. Il y en a peut-être qui sont recoupés dans celle-ci, d'autres non. Donc, c'est sûr que tous ces mécanismes-là, à la fin, là, je dois faire un rapport là, hyper long. Fait que je suis content de savoir que tu vas le lire, Luc, comme ça, je ne l'aurais pas écrit pour rien. Mais, tu sais, ce rapport-là va faire état, en fait, de tout ce processus-là et qu'est-ce qu'on va avoir identifié. Ça, c'est certain parce que, effectivement, les différentes instances vont pouvoir par la suite bénéficier l'une de l'autre de ce qui va avoir été fait. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait avoir un référentiel de prise de décision lors d'une inondation? Éventuellement, lors de d'autres aléas, peut-être. Qui sait? Ça pourrait être un bel objectif à plus long terme, là, une belle suite au projet, du moins. C'est bon, ça répond, Luc? Oui, tout à fait, merci. Parfait, merci. Donc là, Manel, parfait. Bye, Pascal, merci. Manel, Valérie, je vous laisse gérer. C'est votre webinaire. Je ne sais pas si vous voulez mettre fin. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Yannick. Merci tout le monde. Sincèrement, on est très, très ravis de cette belle discussion. C'est magnifique. Merci. Je remercie Valérie, ma collègue au risque, pour l'organisation, l'orchestration de nos webinaires. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec elle. Si vous avez aussi une proposition de webinaire, je vous invite à lui proposer des noms. Donc, je remercie tout le monde. Merci infiniment, Yannick. Au plaisir de poursuivre la discussion, entre autres avec le Mamache. Puis, au plaisir de rencontrer tout le monde. Et à très bientôt dans nos prochains webinaires. Merci, bon après-midi.